Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition largement consacrée au passage de Bret sur notre territoire. Nous irons dans le sud. L'œil devrait passer sur toute la zone, là où des vagues d'au moins 6 mètres sont attendues. Nous nous arrêterons également à Rivière-Pilote, éternelle victime des phénomènes pluvieux. Nos équipes sont sur place. Quel dispositif dans les communes? Fort-de-France prévoit des sites d'accueil d'urgence, poste de commandement communal au François et Orange qui anticipent d'éventuels dégâts sur les réseaux fixes et mobiles. On fait le tour dans un instant. Enfin, la journée mondiale du don ce 22 juin, très peu de donneurs chez nous. Nous irons à la rencontre d'une greffée qui a retrouvé le goût de vivre depuis son nouveau rein. Des vents forts sont donc attendus jusqu'à 140 km à l'heure. La traversée de Bret sur les Petites Antilles était prévue en fin de journée. Les pluies semblent se renforcer depuis quelques minutes dans le centre. On va vérifier tout cela. Direction Météo France avec vous, Nathalie Josse et Christophe Arnerin qui vous accompagnent. Est-ce que le phénomène est là, maintenant, à l'heure où je vous parle ? Alors bonsoir Catherine, effectivement on ressent déjà quelques effets puisqu'il y a des vents violents et des averses sur presque toute l'île en ce moment. Alors nous sommes au centre météo du Lamentin avec à mes côtés Patrick Chetano, prévisionniste. Alors est-ce que le phénomène est déjà là? Où se situe-t-il en ce moment? Il est à nos portes. Il est à 200 km maintenant à l'est donc de Sainte-Lucie. Il a légèrement infléchi sa course vers l'ouest et se rapproche, une vitesse de 26 km/h. Il devrait passer l'arc antillais, donc au sud de Sainte-Lucie, sous la forme d'une tempête tropicale forte, en générant des vents de l'ordre de 120 km/h, quelques rafales à 140 ou 150 km/h. La Martinique se trouve toujours dans son influence majeure, en fait, dans la partie nord. Toute la partie sud devrait être un petit peu plus impactée. On observe déjà des rafales jusqu'à 100 km/h au Vauclin, proche de 100 km/h déjà au Lamentin, 95 km/h nous avons eu. Un petit peu plus au nord, sur les reliefs du nord de la Martinique, on a déjà atteint les 90 km/h. Donc la partie sud devrait, au pic de l'événement, ressentir des vents de l'ordre de plutôt de 70-80 km/h, voire 90, avec des rafales jusqu'à 120. Sur les sommets, on pourrait atteindre encore les 130 à 140 km/h. Plus au nord, un petit peu moins de vent, mais quand même de l'ordre de 70 km/h, avec des rafales jusqu'à 90 km/h, voire 100. Et puis, au niveau de l'état de la mer, elle s'est déjà bien creusée. On a des creux qui atteignent déjà les 3,50 m sur la partie nord. Donc toute la côte atlantique soumise à ces creux, et plus au sud, plus on va vers le sud donc de la Martinique, notamment dans le canal de Sainte-Lucie, on a déjà des creux qui atteignent les 4,50 m à 5 m. Au pic de l'événement, on devrait atteindre les 6 à 7 m dans le canal de Sainte-Lucie. On devrait rester plutôt aux alentours des 4,50 m, très localement 5 m. Je rappelle que ce sont des creux moyens et que les plus fortes vagues sont souvent le double, donc proche des 6 à 7 m. Voire plus, dans le canal de Sainte-Lucie, 8 à 9 mètres. Ce phénomène devrait poursuivre sa course donc vers l'ouest. Le pic de l'événement attendu pour milieu de nuit. En seconde partie de nuit, il poursuivra donc sa course. Et les vents devraient commencer à mollir, surtout à partir de demain matin. La mer aura une inertie un petit peu plus importante, donc pour attendre vraiment un amortissement de la mer, il faudra attendre vraiment la matinée de demain, voire demain après-midi. Les côtes les plus impactées sont donc en Atlantique et le sud donc de la Martinique, mais surtout sur la partie qui va du Vauclin jusqu'au Marin, en fait. Dans une moindre mesure, toutes les côtes côté Caraïbes sont quand même moins impactées, mais on pourra observer encore des creux malgré tout qui pourraient atteindre les 1,50 m. Très bien, alors d'après ce que vous nous dites, demain matin, le phénomène va diminuer, mais il ne sera pas stoppé. Donc, il faudra être encore très prudent dans la matinée, ne pas prendre sa voiture, être encore très butant aux apports des cours d'eau.
Oui, donc sans présager de la chronologie de la décroissance de la vigilance, elle devrait quand même être donc modifiée avec une décroissance donc dans la matinée, voire demain après-midi. Donc il convient de rester très prudent encore jusque demain en matinée, où les vents seront encore quand même soutenus, et surtout et particulièrement sur la côte aussi, où la mer sera encore très très formée. Donc je vous invite à suivre les dernières informations, notamment de la préfecture, et nos informations pour être donc prendre vos informations sur la vigilance et sur cette décroissance de la vigilance pour la journée a priori de demain. Voilà. Voilà donc Catherine pour ce point météo ici ce soir au centre météo du Lamentin. La plus grande prudence est donc recommandée. Merci Nathalie Josse et Christophe Arnerin qui vous accompagnent. On l'a entendu, Le Vauclin, Sainte-Anne, 2 communes qui seront largement impactées. Nous prenons la route direction le sud, là où l'œil devrait donc passer. Rivière-Pilote, par exemple, éternelle victime d'inondations. D'ailleurs, on va le voir, un arbre est tombé devant une maison à Pont-Madeleine, en fin de journée, donc à Rivière-Pilote. William Zebina et Marc-François Calmeau, vous avez passé la journée d'ailleurs dans cette commune, vous êtes sur place. Est-ce que les pluies s'abattent déjà sur la commune ? Non, Catherine, heureusement pas de pluie pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c'est que les Pilotins ont passé la journée les yeux vers le ciel et vers la rivière, car comme vous l'avez dit, le risque important ici, c'est l'inondation totale du bourg. En 2015, j'aurais été sous les eaux parce que l'eau nous dépassait. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai à mes côtés le maire de Rivière-Pilote, Jean-François Bonnol. Alors, quel dispositif de sécurité avez-vous mis en place ? Écoutez, Rivière-Pilote, nous avons une culture du risque. Donc nous avons simplement réactivé nos réseaux, réactivé les acteurs et demandé à chaque service d'appliquer les dispositions qui existent. Donc de manière globale, ce matin, nous avons réuni un copil, de sorte que chacun a pu réaffirmer ses gestes et ses actes à faire. Nous avons mobilisé le réseau des référents de quartier de manière à ce qu'ils puissent transmettre des informations vers les services communaux en cas de survenance d'un sinistre. C'est ce qui s'est passé cet après-midi. Il y a un arbre qui est tombé, quelqu'un a appelé, le référent du quartier est intervenu et l'action est en train de se faire. Donc l'idée principale, c'est être à l'écoute des citoyens et leur donner le maximum d'informations. C'est ce que nous avons fait hier avec une voiture qui a circulé dans les quartiers pour leur donner les informations. Un communiqué qui a circulé. Les gens sont informés sur les gestes techniques à faire, sur la tenue à avoir face aux risques. En cas de crue, vous avez aussi un dispositif d'accueil. Oui, nous avons installé, puisque nous sommes au cœur d'un talweg, donc ce qui fait qu'automatiquement, quand il y a crue, il y a inondation. Donc nous avons installé un système d'hébergement d'urgence qui est au stade encamé. Nous avons un PC sécurité qui est aussi au service technique, de manière à ce qu'il y ait une fluidité de la circulation, fluidité de l'information et regroupement des personnes en situation de danger. Parfait, merci monsieur le maire. Ce que je peux vous dire, c'est que les habitants, eux aussi, ont passé la journée à mettre leurs biens en sécurité, à surélever leurs biens, ils ont l'habitude. Et en mairie, toute la matinée, les agents municipaux ont porté à l'étage les dossiers et le matériel pour le mettre en sécurité. Merci beaucoup William Zebina et Marc-François Calmeau. Rentrez vous mettre à l'abri. Sachez que 20 000 abonnés sont déjà privés d'électricité dans le sud à cette heure. Sainte-Luce, on reste dans le sud, quartier Bellay. Un arbre s'est effondré sur la chaussée cet après-midi, empêchant toute circulation sans attendre les services d'intervention. Et vous le voyez, les automobilistes ont libéré les accès avec leurs propres moyens. Attention, prudence, ces initiatives peuvent être dangereuses. L'extrême sud jusqu'à 120 km à l'heure au Vauclin en fin de journée, des rafales vraiment importantes et dès la fin de l'après-midi, le vent s'est levé, notamment à Sainte-Luce. On va faire le point avec Stéphane Lupon et Thierry Saucan. Première conséquence visible de Brett, c'est le vent. Vous le voyez déjà dans certains quartiers de Rivière-Pilote, de Sainte-Anne, du Marin, on nous signale des arbres qui ont déjà rendu l'âme face à la puissance du vent. Autre conséquence, la mer, vous le voyez derrière nous, les creux sont en train de se former. On attend 6 à 7 mètres de creux dans le canal de Sainte-Lucie. À Sainte-Anne, Rivière-Pilote, Le Marin, toutes les mairies ont déclenché leur dispositif de crise. Et bien sûr, les Martiniquais de toutes ces communes sont désormais calfeutrés chez eux en attendant le passage de Brett.
Voilà, information, conseil. Sachez que 3 pharmacies de garde resteront ouvertes pour assurer la continuité des soins sur le territoire. Et vous allez les voir à Sainte-Luce, au Marigot et à Fort-de-France. Elles resteront donc ouvertes de 20h à 7h du matin. Direction maintenant le François, où un poste de commandement communal a été mis en place dès ce matin. La population a été très tôt alertée par des messages de prévention. Une brigade complète avec sapeurs-pompiers et gendarmes, de quoi rassurer la population avant l'arrivée du phénomène. Les habitants de ce quartier doivent mettre en sécurité leurs effets et leurs habitations. Des messages d'alerte portés au plus près de la population franciscaine. Ce matin, 2 voitures sono ont sillonné les quartiers de la commune pour diffuser les derniers messages de prévention. J'ai rangé un peu mes papiers, j'ai rangé tout ce qu'il fallait. Au cas où mon toit s'envole, voilà. On n'est jamais prêt. Parce que c'est quand même une catastrophe naturelle. Je mets tout à l'abri pour éviter les projections et puis on évite le moins de dégâts que possible. En mairie, le poste de commandement communal a été mis en place dès 6h ce matin. Il est composé entre autres de membres de la réserve de la sécurité civile et de personnel des services techniques. Les matériels et engins d'intervention ont aussi été prépositionnés à proximité des sites les plus sensibles. On a fait le lien également avec toutes les forces armées, on a fait le lien avec la gendarmerie, le lien avec les sapeurs-pompiers et avec l'Espace Sud qui devra également mettre à la disposition de ses communes membres bien le matériel, les engins nécessaires en cas de besoin. Donc tout est prêt aujourd'hui au niveau des repas également, de la logistique, quoi. On a tout préparé, les numéros d'urgence, d'appel, voilà. 14 centres d'hébergement d'urgence ont été mis à disposition et si évidemment tous souhaitent que leur utilisation soit inutile, leur mise en place rassure une population déjà durement éprouvée par le passé par les catastrophes naturelles. Voilà, et je vous rappelle le numéro de téléphone du poste de commandement communal, c'est le 05 96 54 84 36. Reportage que nous venons de voir, réalisé par Sanga Fagour et François Marlin. Vous êtes sur place encore. Le PCC a-t-il déjà été sollicité dans l'après-midi ? Alors Catherine, au moment où je vous parle, une dizaine de personnes est toujours mobilisée ici au poste de commandement communal du François. Il a été mis en place ce matin à 6h. À mes côtés, Teddy Clio, vous êtes le directeur des opérations de secours. Est-ce que vous avez déjà été sollicité pour l'instant ? Oui, on a été sollicité par un certain nombre d'administrés, et surtout 2-3 administrés du bas du Bourg, plus précisément du quartier Eucalyptus, qu'on souhaitait regagner le centre d'hébergement qui dessert cette zone, car c'est une zone dite inondable, qui est connue lors de ce type de situation météorologique. Qu'il y ait des inondations. Ils ont rejoint ce centre d'hébergement de manière préventive. Tout à fait. Donc c'est eux qu'on souhaitait regagner ce centre d'hébergement. Hormis cela, on a eu un retour du terrain, plus précisément de la patrouille de police qui circule sur l'ensemble du territoire franciscain, nous a juste informé qu'il y a eu la chute d'un arbre sur la départementale qui ramène sur le quartier de Dumaine, mais dans l'ensemble, je dirais que ça se passe relativement bien. Tant mieux, en espérant qu'on n'ait pas de nouveaux aléas. Alors ce PCC devrait être maintenu cette nuit, en tout cas en fonction de l'évolution du phénomène. Et puis les agents techniques de la commune se tiennent prêts à intervenir dès la levée de l'alerte rouge en cas de nécessité. Merci Sanga Fagour et François Marlin qui vous accompagnent. Rouge, violet, jaune, il y a une codification des niveaux d'alerte. On le sait, chaque année, une explication est nécessaire pour mieux appréhender le danger. On fait le point avec Raphaël Luce. 5 niveaux de vigilance sont établis par Météo France. Ils sont essentiels pour orienter le comportement de la population. Selon la gravité du phénomène, les mesures évoluent. C'est la préfecture qui a le dernier mot sur la gravité du danger. La première démarche à faire pour l'ensemble des habitants, c'est prévenir. Ensuite, il faut se préparer à affronter les conséquences du passage du cyclone. À l'approche du phénomène, il faut se protéger. L'activité économique est stoppée. Toutes manifestations festives, culturelles et sportives sont suspendues. Lorsque le cyclone prend de l'ampleur, le mot est clair. Restez chez vous. Toute circulation est fortement interdite. Selon les dégâts occasionnés par le passage du cyclone, le retour à la normale sera plus ou moins rapide.
Mais pendant le cyclone, il faut surtout rester bien à l'écoute de l'information sur nos antennes. Il est donc primordial de s'équiper d'une radio à pile au cas où il n'y aurait plus de courant. Alors la Martinique a été placée en vigilance rouge dès midi, décision du préfet en lien avec les services météo. La préfecture, c'est là où toutes les décisions des prochaines 24 heures seront prises. On écoute le préfet Jean-Christophe Bouvier. Nous restons à l'heure actuelle sur une vigilance rouge. Donc il n'est pas question de dire à la population « vous ne circulez plus ». Il est question de réduire le niveau d'activité sur le territoire pour réduire les échanges routiers, autoroutiers, etc. Et donc limiter autant que faire se peut la mobilité des personnes. Mais nous ne sommes pas en vigilance violette, il ne s'agit pas d'un cyclone, et donc les personnes peuvent continuer à se déplacer, même si c'est fortement déconseillé. Nous avons des prépositionnements des forces armées, des gendarmes, des policiers, pour permettre aux secours d'arriver le plus vite possible vers d'éventuelles victimes. J'ai oublié de mentionner aussi le STIS qui a mis en alerte la totalité de ces centres. Attention, les lignes téléphoniques pourraient aussi être interrompues. On retrouve par téléphone Laurent Beau. Bonsoir. Vous êtes directeur des interventions et des réseaux Orange Antilles-Guyane. Techniquement, comment avez-vous anticipé le passage de Bret ? Bonsoir. Alors en fait, nous anticipons tout au long de l'année par tout d'abord des programmes d'investissement qui nous permettent de renforcer la sécurisation de nos installations, de prévoir des systèmes de sécurité et en fait, au final, de démultiplier la résilience de nos réseaux. Ça, c'est Pardon ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus ciblées par rapport à d'éventuelles coupures ? Oui, si je peux me permettre de compléter, le deuxième point, c'est le dispositif juste avant le passage du cyclone et puis le dispositif après. Nous sommes en préalerte, nous avons tout un dispositif opérationnel pour nous et nos partenaires qui nous permet de réagir très rapidement juste après le passage. Alors sur les zones, on peut dissocier nos réseaux en deux grandes parties. Une première partie qui en fait est prévue pour résister à ce type de passage et qui sont vraiment pour nous la priorité sur nos infrastructures à protéger. Et puis ensuite les zones un peu plus rurales, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus visible de nos réseaux, les poteaux, les lignes téléphoniques, etc. Donc toute cette deuxième partie est effectivement la zone la plus exposée au passage d'un cyclone et en général, c'est là que nous constatons le plus de dégâts. Est-ce qu'il y a des noms de communes, par exemple, que vous pouvez citer par rapport à la résistance du réseau ou non ? Non, il est difficile de cibler une commune plus qu'une autre. C'est sûr que en général, l'urbain est moins sensible, on constate moins de dégâts. En rural, là, le Bret, il est annoncé avec un impact un peu plus fort sur le sud Martinique, donc on peut s'attendre à un peu plus de dégâts dans le sud Martinique. Mais après, vous savez, l'eau, la quantité d'eau qui en un temps limité tombe, les glissements de terrain, le vent, tout cela sur tout ce qui est, je dirais, ligne aérienne, poteaux, tout ça peut occasionner des dégâts. Merci Laurent Beau pour ces précisions, merci beaucoup. Conséquence du mauvais temps, la plateforme régionale d'oncologie informe du report des soins. Le GIRPOM travaille aux côtés des soignants pour minimiser les inconvénients. La cellule de suivi des parcours de patients demeure fonctionnelle par téléphone. Notez bien le 06 96 05 46 25. Et puis en cas d'urgence musicale, faites le 15 pour joindre le SAMU. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur l'organisation, les conséquences, l'impact de Bret. Ce soir et demain, évidemment, dans nos éditions, nous ferons le point sur la nuit passée. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui la journée de sensibilisation aux dons d'organes. En Martinique, très peu de donneurs. Les demandes sont particulièrement fortes pour les insuffisants rénaux. Cela peut prendre des mois, voire des années. Certains ont eu la chance de bénéficier d'un don d'organes. C'est le cas de Johanna Jean-Ernest, rencontrée par Fabienne Léonce et Marc-François Calmot. Un regard d'enfant, le bonheur d'une jeune maman qui s'occupe de sa petite Solène de 5 mois.
Une vie somme toute normale que mène Johanna depuis l'âge de 17 ans, grâce à un jeune homme mort dans un accident, une greffe de rein qui a changé sa vie. Et aussi au niveau de la famille du donneur, je sais que c'est pas évident non plus pour eux, mais il faut savoir que en faisant ce geste, d'accepter que la personne, le membre de leur famille qui est décédé, ait voulu faire ce geste de son vivant, c'est une partie de cette personne qui continue à vivre chez une autre personne. Il ne faut pas se dire que cette personne est partie en vain. Donc, quand même, merci aux familles qui acceptent de faire le geste et qui comprennent l'importance de ça. Johanna, 35 ans, ne parle que depuis peu de cette expérience de vie. Elle a été de longues années sous dialyse, puis a subi 2 greffes de reins, 2 dons d'organes, très jeune, trop jeune, à 5 ans et à 17 ans, suite à une insuffisance rénale aiguë. C'est à ma greffe que j'ai redécouvert certaines saveurs au niveau des aliments, puisque j'étais sans sel pendant 2 ans et demi. La nourriture, j'aimais pas. Surtout quand on est enfant, c'est compliqué. Donc c'est vrai que la greffe, c'est vraiment une libération. Il faut savoir qu'on ne joue pas avec les organes des gens, c'est suivi, c'est très encadré. Donc il y a une équipe médicale derrière, on vous explique, on vous rassure au maximum. Sa seule obligation aujourd'hui est ce traitement à vie, un traitement anti-rejet à prendre 2 fois par jour. Une chance, car aujourd'hui, quelques 250 Martiniquais sont en attente d'une greffe de rein, contre 10 donneurs comptabilisés l'an dernier par les services de santé et 24 donneurs potentiels, car nous sommes tous donneurs d'organes, sauf en cas de refus de son vivant. Pour les personnes qui souhaitent ne pas donner, il y a un registre qui s'appelle le registre national du refus sur lequel il faut s'inscrire. Mais en pratique, on cherche à savoir, lorsqu'on va faire un prélèvement, si la personne qu'on va prélever avait des problèmes avec ça, si elle était d'accord, et on va consulter le registre national du refus pour vérifier qu'elle n'a pas fait opposition au don d'organes. Aujourd'hui, il y a trop peu de dons, surtout chez les familles touchées par un deuil brutal. Ce qui arrive souvent, c'est que la personne ne sait pas prononcer. Parce qu'en fait, les gens n'aiment pas parler de la mort, en fait. Mais ce n'est pas une mort qui est inutile, puisqu'elle va pouvoir sauver des vies. D'accord ? Et donc, c'est cette étape-là qui est très importante et qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Il faut tenir compte de la douleur des familles, puisque lorsque ça arrive, c'est toujours dans un moment dramatique. Quelle que soit la manière, en fait, que les personnes en parlent entre eux, avec leurs proches, leurs amis, et qu'ils puissent en discuter, que ça puisse réveiller des questions, ou bien révéler peut-être revoir les mauvaises croyances que souvent nous avons, en fait, et nous sommes là aussi pour apporter ces réponses. Ce 22 juin, la campagne a mis l'accent sur l'importance de parler d'un sujet certes sensible, mais vital. Un mot de politique à l'Assemblée, il fallait trouver un remplaçant à Motaï Brotherson, à la délégation aux Outre-mer. Eh bien, c'est chose faite ce jeudi, avec l'élection pour la première fois d'un Guyanais à la présidence de la délégation. Alban Lucien et Massimo Bulgarelli. Estelle Youssoufa, Davir Iman et Maud Petit, ils étaient 3 prétendants à la présidence de la délégation aux Outre-mer. Et c'est le Guyanais, jusqu'ici vice-président de la délégation, qui a raflé la mise. À 43 ans, le député GDR de la NUP est satisfait, mais surtout prêt à prendre la relève. Mais beaucoup de sujets au niveau législatif, mettre les Outre-mer au cœur des discussions, au cœur des débats, au niveau des lois, qu'on arrête de traiter ces territoires-là soit par décret d'application. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un débat avec le territoire, que les réalités soient prises en compte de façon globale et territoire par territoire. Et pour aider Davir Iman à la tâche, le député polynésien Steve Chailloux, élu pour le remplacer à la vice-présidence. On est dans la continuité de ce que l'ancien président a mené, c'est-à-dire avoir une posture transversale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas cloisonner les sujets par territoire, par région, mais ce sont des sujets que nous connaissons tous, notamment liés à la cherté de la vie qu'il y a dans les Outre-mer, les problématiques de l'énergie. Enfin, toutes ces problématiques-là, il faut qu'on puisse les aborder de manière non partisane et pas uniquement de manière territorialisée. 46 votants présents pour un vote à huis clos et 27 voix pour le Guyanais au 2e tour, contre 15 pour Maud Petit. La députée du Val-de-Marne, d'origine martiniquaise, souhaitait porter une voix au centre. Virage raté, selon elle, pour la délégation.
Je pense qu'elle restera dans un jeu systématique d'opposition en fait, même si le gouvernement a déjà, du reste depuis le début du mandat, avancé en direction des Outre-mer, même s'il y a des choses concrètes qui se font. J'ai peur que malheureusement, vous voyez, les choses n'avancent pas. Avancer, c'est pourtant l'objectif de l'aile gauche de la délégation. Sur la table, déjà plusieurs dossiers, à l'image de celui épineux du chlordécone. Allez, on va parler sport maintenant. Les basketteuses françaises se sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro 2023 en s'imposant contre le Monténégro 90-46 aujourd'hui à Ljubljana et défieront samedi la Belgique en demi-finale. La France atteint le dernier carré d'un championnat d'Europe pour la 8e fois consécutive. On va parler musique. La fête de la musique, c'était hier et elle a drainé des milliers de personnes aux quatre coins de notre territoire. Un moment festif où la pluie n'était pas invitée, même si elle s'y est invitée quand même malgré tout. En tout cas, elle a permis de célébrer pleinement cet événement musical. À Paris, par exemple, une association a organisé une soirée spéciale aux sonorités caribéennes. Un hommage a été rendu à Jacob Desvarieux. Aux premières notes, impossible de ne pas reconnaître. Je l'ai fait exprès parce que vous chantez pas. Et moi je suis pas content. Je vais rentrer chez moi et je vais regarder Naruto. Alors, vous connaissez Siwo ou pas? Est-ce que vous connaissez Siwo? Suffisait de demander. Le public, venu nombreux sur cette place proche de la Tour Eiffel, est forcément conquis par Kassav, d'autant plus qu'il s'agit d'un hommage à Jacob Desvarieux, disparu il y a 2 ans. C'est toujours la joie, Kassav, voilà, donc on ne peut pas être dans la tristesse. On était triste il y a 2 ans, mais aujourd'hui on n'y est plus, voilà. Ça représente ma jeunesse, j'ai beaucoup dansé à cette époque-là sur Kassav, et Jacob c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Qui faisait un travail extraordinaire, qui a eu un parcours très très riche. Il m'a beaucoup marqué pendant mon enfance. Kassav, tout ça, ça m'a beaucoup marqué, etc. Mes parents m'ont fait écouter ça depuis tout petit, et j'écoute toute leur musique, etc. Pour profiter d'une ambiance Kassav, pas besoin d'être aux Antilles pour la fête de la musique. Ce sont les Antilles qui se sont imposées à Paris. Si on dit Jacob Desvarieux, on dit Kassav. Si on dit Kassav, c'est la reconnaissance des Antilles en fait. Kassav, en fait, c'est le zouk. Et le zouk, c'est fait pour réunir les nations. On peut le voir ici, au niveau de la fête de la musique. Et donc voilà, donc pour moi, c'était aussi une reconnaissance d'identité. Une identité musicale, internationale et intergénérationnelle. Voilà, c'est la fin de cette édition largement consacrée au passage de Bret, cette tempête tropicale dont les premières pluies tombent déjà depuis quelques instants, notamment dans le sud, des vents jusqu'à 120 km/h du côté du Vauclin, de Sainte-Ade, et puis au nord, des vents attendus à peu près 80 km/h. Soyez prudents exceptionnellement ce soir. L'essentiel du journal de France 2 à 20h. Demain à 13h, le point sur la nuit, évidemment, avec Cécile Mar donc à la mi-journée et puis Christelle Sivat dès 19h. Restez à l'écoute de nos programmes, Internet, notre site Martinique la Première et évidemment la radio. Je vous souhaite une excellente soirée.